Octobre Rose, on est censé parler essentiellement du cancer du sein, mais j'ai, avec l'accord de mes collègues de la Ligue, évidemment, je voudrais vous parler de deux sujets. Le cancer du col de l'utérus, parce qu'en matière de prévention et de dépistage efficace et précoce, on a des choses à vous dire. Et puis, bien sûr, je m'étendrai un petit peu plus sur le cancer du sein. Alors, je pense que c'est allé trop vite pour venir. Voilà. Épidémiologie, quelques chiffres, c'est obligatoire. Le cancer du col de l'utérus, c'est pas le plus fréquent des cancers féminins, c'est le 12e. Il est relativement rare, puisque sur les derniers chiffres, il y a 3100 nouveaux cas de cancer du col, des cancers invasifs, chaque année. Et ces 3100 cas sont responsables de 1100 décès. Ce qui veut dire que c'est un cancer rare, mais qui est très grave. C'est l'un des seuls cancers pour lesquels le pronostic se dégrade en France, avec un taux de survie à 5 ans qui est en diminution. Il est de 63%, tout stade confondu. Il va être de 90% si on le dépiste précocement et 10% si on le prend en charge à un stade avancé. Alors, on a identifié un certain nombre de facteurs de risque de cancer du col de l'utérus, et le premier d'entre eux, le plus important, c'est un virus, c'est le Human Papillomavirus, HPV, on dit en abrégé. C'est le virus dont vous entendez parler un petit peu plus en ce moment avec la vaccination qu'on propose aux jeunes entre 11 et 14 ans, mais je vais y revenir. 100% des cancers du col de l'utérus sont dus aux infections par un HPV. 80% des femmes sont infectées par le virus au moins une fois dans leur vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce papillomavirus concerne aussi les hommes. Plus de 25% des cancers que l'on trouve chez les hommes sont dus au papillomavirus. Et dans ces cancers, il y a des cancers de la verge, des cancers de la marge anale et des cancers ORL. La transmission de ce virus ne se fait uniquement que par contact sexuel. Comme je dis à chaque fois, ça ne se fait pas dans les toilettes publiques, à la piscine ou je ne sais où. La plupart du temps, le virus, il disparaît spontanément. Et quand on l'attrape, on ne sent rien. Ça ne donne pas de fièvre, ça ne donne pas de courbature, ça ne donne pas de douleur, ça ne donne pas de perte anormale. Et il faut savoir que souvent, ce virus, il disparaît spontanément et chez environ 10% des femmes, il va persister au niveau du col de l'utérus. Et en y persistant, il va pouvoir provoquer une transformation des cellules. C'est ce qu'on appelle des dysplasies. Et c'est ces dysplasies qui peuvent se transformer un jour en cancer. À l'heure actuelle, on a identifié à peu près 200 souches de virus et il y en a 12 qui sont cancérigènes. Et c'est là qu'on a toute la place à la vaccination. Il faut savoir aussi que concernant le papillomavirus, il n'y a aucun traitement à l'heure actuelle disponible et que le préservatif n'est pas protecteur. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en question l'utilisation du préservatif, ça protège de beaucoup de choses, mais pas du papillomavirus. Dans les autres facteurs de risque, je les cite, les rapports sexuels précoces avant l'âge de 15 ans, les partenaires multiples, la multiparité, c'est le fait d'avoir eu plusieurs enfants, le tabac, celui-là on le met à toutes les sauces, l'immunosuppression, ce sont tous les traitements qui diminuent les défenses immunitaires, et on a également les infections à chlamydia et herpès. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui évolue très lentement. Pour qu'une dysplasie, une lésion précancéreuse se transforme vraiment en cancer, il faut 10 à 20 ans. Donc le cancer du col de l'utérus, c'est pas un cancer qui apparaît comme ça du jour au lendemain. Donc c'est là que ça nous laisse vraiment une fenêtre d'action qui est très importante parce qu'elle est grande. Et cette fenêtre, eh ben on l'a avec les frottis. Je ne sais pas si je parle toujours bien dans le micro. Si. C'est bon. Alors, le frottis du col de l'utérus, c'est un examen qui est indolore.
on doit le proposer aux femmes à partir de l'âge de 25 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans. Alors, on peut le faire au-delà de 65 ans, mais souvent, il y a une raison particulière. De 25 à 29 ans, sur le frottis, on va étudier les cellules du col, c'est ce qu'on appelle la cytologie. Et à partir de 30 ans, sur ce frottis, on ne va pas étudier systématiquement les cellules, on va faire directement la recherche de papillomavirus. Et si cette recherche est positive, ben à ce moment-là, on ira un petit peu plus loin en analysant les cellules, voire en faisant des examens complémentaires. Je ne vais pas trop détailler ce soir. Si sur le test HPV, si le test HPV est négatif, ça veut dire que le risque d'avoir un jour une anomalie au niveau du col est proche de 0. Donc, on peut se permettre d'espacer le dépistage en proposant les frottis tous les 5 ans. Si jamais le test papillomavirus est positif, à ce moment-là, on va faire des frottis plus fréquemment, ça peut être tous les ans. Donc, on peut faire aussi des examens complémentaires, des colposcopies, voire des prélèvements, c'est ce qu'on appelle des biopsies. Alors, peut-être que vous allez trouver que tous les 5 ans, ça fait long. Mais en fait, il faut savoir aussi que de faire de faire trop de dépistage induit trop de diagnostics de choses qui, la plupart du temps, peuvent disparaître toutes seules. Parce que notre corps est capable de se débarrasser d'un certain nombre de cellules anormales. Depuis 2018, il faut savoir que le cancer du col s'inscrit dans le cadre d'un programme national de dépistage organisé. Pour la région Rhône-Alpes, Auvergne, maintenant, c'est le CRCDC, ex-ARDOC. Alors le frottis doit être proposé aux femmes qui n'ont pas de problème de santé particulier comme des saignements anormaux, des douleurs, hein, donc des femmes asymptomatiques entre 25 et 65 ans, bien sûr qui ont encore un col de l'utérus, ça veut dire que le frottis ne s'adresse pas aux femmes à qui on a enlevé l'utérus, et on peut le proposer également aux femmes enceintes, plutôt dans le premier trimestre de la grossesse. Parfois, c'est le seul moment où elles consultent un gynécologue ou une sage-femme. Donc, ça peut être intéressant de leur faire un frottis de dépistage. Ça n'a rien à voir avec la ménopause ou pas la ménopause. Hein. Même après la ménopause, on peut faire des frottis. Et on le propose également, on doit le proposer aux femmes, même si elles ont été vaccinées contre le papillomavirus. On ne peut pas faire le frottis dans le cadre du dépistage organisé aux femmes qui ont moins de 25 ans ou plus de 65 ans, celles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et les femmes qui sont déjà suivies pour des problèmes de col. On estime qu'environ 60% des femmes de cette population cible participent spontanément au dépistage en étant suivies régulièrement. Donc c'est très bien. Et puis pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, on est même au-dessus de la moyenne nationale. Et 90% des cancers du col peuvent être évités si on fait ces frottis tels que je viens de vous l'expliquer. Chaque année, les frottis dépistent 32 000 lésions précancéreuses ou cancéreuses. Donc il existe une prévention pour ce cancer. Une vraie prévention, c'est-à-dire quelque chose qui empêche l'apparition du cancer. Et cette prévention, c'est la vaccination contre le papillomavirus. C'est une vaccination qui est recommandée en France pour les filles depuis 2007 et pour les garçons depuis le 1er janvier 2021. Ça a mis un petit peu de temps. Cette vaccination, il faut, dans l'idéal, qu'elle soit pratiquée avant le début de l'activité sexuelle. Et son efficacité est de l'ordre de 100%. Il y a à l'heure actuelle 2 vaccins, le Cervarix, qui vaccine contre 2 souches de papillomavirus et qu'on ne peut proposer seulement qu'aux filles, et le vaccin de référence, c'est le Gardasil 9, que l'on peut proposer aux filles et aux garçons, et comme son nom l'indique, qui protège contre 9 souches de papillomavirus. Il est remboursé à 65% par l'assurance maladie. Il concerne les filles et les garçons de 11 à 14 ans, avec 2 injections intramusculaires qui doivent se faire à 6 mois d'intervalle. On peut aller jusqu'à 1 an. On peut proposer cette vaccination aussi aux enfants qui ont, à partir de l'âge de 9 ans, qui sont en attente d'une greffe d'organes.
Pour les garçons, on peut rattraper cette vaccination jusqu'à l'âge de 26 ans pour les garçons homosexuels. Et sinon, on peut faire cette vaccination jusqu'à l'âge de 19 ans, mais de 14 à 19 ans, au lieu de faire 2 injections, il faudra leur en faire 3. Et bien sûr, dans l'idéal, sans activité sexuelle. Alors, la couverture vaccinale en France est catastrophique. En 2023, 44,7% des filles de 16 ans étaient vaccinées et 15,8% des garçons. Alors pour les garçons, cela peut s'expliquer par le fait que l'offre de vaccination est beaucoup plus récente, mais clairement on n'est pas bon et il faudrait qu'on puisse atteindre l'objectif de 80%. Alors cet objectif, il a été atteint déjà depuis pas mal de temps dans le pays de référence de cette vaccination qui est l'Australie. Eux, ça fait quasiment 20 ans qu'ils vaccinent les garçons et les filles. Ils le font à l'école. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu plus chez les collégiens maintenant. Ils ont vacciné donc plus de 80% des gens. Alors ça sera jamais 100% parce qu'il y a quand même des contre-indications à cette vaccination. Hein. Et ils espèrent une éradication du cancer du col d'ici 2028, c'est-à-dire demain. Ben, nous, en France, on en est bien loin. Donc en résumé, mesdames et messieurs, il faut se faire vacciner, il faut inciter nos enfants à se faire vacciner et nos petits-enfants. Et puis mesdames, il faut faire régulièrement un frottis. C'est un examen rapide, indolore et qui sauve des vies. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le col. Alors Dave, comment je fais pour retrouver le truc ? Ça vous fait marrer, pas moi. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon. Ça marche ? Ça marche. Ok. Par contre, c'est pas la même. Et donc, du coup, je fais toujours le truc. Alors, le cancer du sein, c'est le sujet d'Octobre Rose. Du dépistage à la prise en charge. Pas sur le même. Non. Alors, il faut que je fasse ça. Attends, je sais. Là, voilà. Les chiffres, toujours. Donc, le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, à peu près 14%. Les chiffres de 2023, c'est les derniers dont on dispose, 61 214 nouveaux cas de cancer du sein qui correspondent à 12 100 décès chaque année. L'âge médian au moment du diagnostic est de 63 ans et 80% des cancers du sein ont lieu après 50 ans. Le taux de survie pour les patientes qui sont diagnostiquées là, entre 2010 et 2015 est 80% à 5 ans et 76% à 10 ans. Donc ça veut dire que c'est un cancer de bon pronostic. Et il faut savoir que 1% des cancers du sein concernent les hommes. Alors là, c'est juste une petite courbe. La courbe du haut, la courbe rouge, correspond au nombre de nouveaux cas chaque année. Et donc vous voyez que cette courbe, elle a monté pendant un certain nombre d'années et que, en gros, depuis les années 2005, elle n'augmente plus. Ça veut dire qu'on a toujours beaucoup de cas chaque année, mais on n'en a pas non plus de plus en plus. Donc ça veut dire qu'en matière de dépistage, de prévention, il y a des choses qui commencent à payer. Alors les facteurs de risque de cancer du sein, l'âge, comme je viens de vous le parler, de plus de 50 ans. L'association alcool-tabac, cela on les met pour tous les cancers. La sédentarité, donc le fait de ne pas pratiquer régulièrement d'activité physique, et c'est là que l'on comprend la mission et nos petites actions via Octobre Rose, nos marches, nos courses, etc. Le surpoids, les antécédents familiaux qui peuvent être associés aussi à une prédisposition génétique, et certains traitements hormonaux de la ménopause. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Alors, quel est le dépistage possible sur le cancer du sein? Alors, il faut savoir, il y a deux types de dépistage.
Il y a le dépistage organisé, le dépistage de masse, celui qu'on propose à Madame Tout-le-Monde. Et puis, il y a le dépistage individuel qui est proposé aux femmes en fonction de leurs antécédents, de leur histoire familiale, de leurs mutations génétiques éventuelles. Alors, le dépistage organisé, il existe en France depuis 2004, donc on est venu après le dépistage du cancer colorectal. Son objectif, il est double, à la fois d'améliorer la qualité des soins et de l'information, justement en sensibilisant les femmes à ce sujet-là, et réduire la mortalité liée au cancer du sein en permettant son diagnostic, son dépistage et son diagnostic précoce, donc un traitement à minima, efficace, beaucoup moins lourd et beaucoup moins mutilant. Il s'adresse à toutes les femmes, donc Madame Tout-le-Monde, de 50 à 74 ans, qui n'ont pas de signes particuliers, bien sûr qui n'ont pas de boules dans le sein ou de déformation, je vous montrerai tout à l'heure, qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Et je voulais insister ce soir sur le fait que le taux de participation en France est en baisse. On vient d'avoir les derniers chiffres pour la tranche de 2022-2023. Il y a 46,5% de réponses au niveau national, 51,6% pour la région Rhône-Alpes et Auvergne, et 57,8% pour la Haute-Loire. On est un des départements les mieux placés en matière de dépistage, mais c'est pas suffisant. Il faudrait qu'on soit au moins à 70%. Et puis surtout, ce qui inquiète, c'est que c'est en baisse. Alors, est-ce que c'est parce que il y a des femmes qui se font quand même dépister, elles répondent pas forcément à cette invitation, mais elles font leur mammographie de façon individuelle? On estime qu'il y en a 10 à 15%, mais ça veut dire qu'il y a encore trop de femmes, et moi je le vois tous les jours à ma consultation, qui se négligent et qui ne font pas de mammographie, ni de façon individuelle, ni de façon organisée. Alors 50 à 74 ans, c'est un courrier qui arrive à la maison. Il faut que ce soit fait par un radiologue agréé. En Haute-Loire, on a de la chance, tous nos radiologues sont agréés pour le dépistage. C'est pris en charge en 100% par la sécurité sociale. Et une fois qu'on a répondu à la première invitation, elle est envoyée systématiquement tous les 2 ans, à peu près à la date anniversaire où on a fait sa précédente mammographie. Alors après 74 ans, on n'envoie plus d'invitation. Mais je fais une petite digression. Ça ne veut pas dire qu'après 74 ans, on arrête de faire les mammographies. Bien au contraire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir de cancer du sein. Donc c'est à nous, médecins, aux sages-femmes aussi, pour celles qui sont suivies par les sages-femmes, de veiller à ce que la mammographie vous soit prescrite tous les 2 ans, même après 74 ans. Alors le dépistage individuel, c'est donc le dépistage qui s'adresse aux femmes qui ont une histoire particulière. Il commence à se discuter à partir de l'âge de 40 ans, mais il faut savoir qu'en France, encore, il n'y a aucune recommandation pour dire qu'il faut faire les mammographies systématiquement à partir de l'âge de 40 ans. Pour l'instant, c'est toujours 50. Alors nous avons participé au centre hospitalier Émile Roux à une étude européenne qui s'appelle MyPEPS, et dont l'objectif est de déterminer justement chez Madame Tout-le-Monde celle qui nécessiterait d'avoir un suivi un peu plus important et celle qui au contraire pourrait bénéficier d'un suivi un peu plus espacé. On aura les premiers résultats, elle est clôturée cette étude, 2025 on espère, et c'est certainement grâce à cette étude que nos recommandations de bonne pratique vont changer, mais pas avant 2-3 ans dans le meilleur des cas. Donc on verra si on fait des choses à partir de 45 ans ou à partir de 40 ans, c'est cette étude qui va nous le dire. Donc le dépistage individuel s'adresse à des femmes qui ont un risque soit très élevé, soit élevé. Et ce niveau de risque élevé ou très élevé, il est défini grâce à une consultation avec un généticien du cancer qui s'appelle un oncogénéticien.
Et on va définir comme des femmes à risque très élevé celles chez qui on a trouvé une mutation dans leur gène qui, on sait, est liée à une grande prédisposition au cancer. Donc il y a les mutations BRCA1, BRCA2, c'est les plus anciennes. Il y a le PALB2, il y a P53. Il y en a pratiquement une quinzaine maintenant qui sont identifiées. Alors je dis toujours BRCA1 et 2, c'est connu. Angelina Jolie l'a médiatisé parce qu'elle est porteuse de cette mutation et elle s'est fait enlever les ovaires, les seins, tout ce qu'elle a pu faire enlever, voilà. On dit aussi qu'une femme a un risque très élevé lorsqu'elle a une histoire familiale significative, c'est-à-dire où il y a beaucoup de cas de cancer dans la famille qui ont été relevés. Par contre, on n'a pas retrouvé de mutation génétique. Alors quand je dis ça, ça veut dire qu'on n'y a pas retrouvé de mutation génétique connue. Mais peut-être qu'elle en a une, effectivement, mais qu'on n'a pas encore identifiée. Donc il y a une quinzaine d'années, on connaissait 2 mutations, maintenant on en est à une quinzaine. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on en aura identifié une cinquantaine. Et puis les autres femmes qui sont à risque très élevé, c'est celles qui ont reçu de la radiothérapie, qui ont été irradiées au niveau du thorax. Ça fait partie des traitements de certaines maladies du sang, et en particulier de la maladie de Hodgkin. Dans ce cas-là, à ces femmes, on propose de se faire examiner les seins tous les 6 mois à partir de l'âge de 30 ans, avec une consultation gynécologique à partir de l'âge de 25 ans, et on leur conseille également de voir le radiologue une fois par an, et on leur propose 3 examens, mammographie, échographie et l'IRM. Donc c'est un suivi intensif. Les femmes qui ont un risque élevé, c'est-à-dire qui ont un risque de cancer du sein de 2 à 4 fois plus élevé que la population générale, on va leur proposer un examen des seins chaque année à partir de l'âge de 40 ans, une mammographie et une échographie toutes les années jusqu'à l'âge de 49 ans, et à partir de 50 ans, on pourra leur proposer le dépistage organisé, comme je viens de vous l'expliquer, tous les 2 ans. Alors le cancer du sein, le diagnostic, on peut avoir des symptômes. Je vais vous en citer quelques-uns. On peut ne pas avoir de symptômes particuliers. C'est là où intervient le dépistage avec les mammographies. On repère les images avant même qu'elles ne donnent des choses particulières. On peut se palper une boule dans le sein ou dans le creux de l'aisselle. On peut avoir une rougeur. On peut avoir une déformation. On peut avoir une augmentation de volume. Et je vous ai mis quelques photos. Alors, comme mon collègue, je n'ai pas de laser. Mais moi, j'ai pas d'excuse, j'étais là l'année dernière, c'était pareil. En haut, à droite, sur la photo la plus interne, on voit le bout du sein qui est tout gonflé, tout rouge, croûteux. Ça, c'est ce qu'on appelle une maladie de Paget. Tout à fait à droite en haut, on voit une grosse inégalité de volume des seins, et c'est le sein gauche, bien sûr, qui est malade. Sur les photos du bas, on voit des déformations. Est-ce que ça va aller jusque-là? Oui. Là, on voit le mamelon qui est rentré par rapport à l'autre côté. La rétraction mamelonnaire, ça peut être un signe de cancer. Là, c'est une dame, on voit déjà le sein est très déformé, puis elle a plein de petits boutons. Et ces boutons, c'est ce qu'on appelle des nodules de perméation. C'est des métastases au niveau de la peau. Là, c'est un sein qui est inflammatoire, il est rouge. Là, pareil, c'est une maladie de Paget avec une croûte. On voit plus du tout le bout du sein, avec un sein complètement rétracté autour de cette masse. Et là, une dame qui est arrivée aux urgences en disant « je saigne au niveau de mon sein ». Et en fait, elle avait une énorme tumeur au niveau du sein qui a éclaté. Et on voit toute la peau qui était vraiment très, très malade. Alors j'en avais parlé déjà l'année dernière. Cette dame, on lui a fait de la chimiothérapie, puis après j'ai pu l'opérer. C'était il y a 3 ans et elle va bien. Comme quoi, faut jamais baisser les bras. Alors l'examen clinique des seins, c'est en fait ce que l'on fait nous dans le cadre d'une consultation de sénologie. On pose plein de questions aux patientes
sur leur état de santé en général, si elles prennent des médicaments, si elles fument, voilà, tout l'interrogatoire de base d'une consultation médicale. Moi, en tant que chirurgien, je leur demande aussi leur poids, leur taille, la taille de leur soutien-gorge, pour vraiment avoir une bonne idée du volume du sein, et si elles sont droitières ou gauchères, parce que je sais que certaines chirurgies vont impacter les mouvements du bras, et ça n'a pas tout à fait le même impact, selon si c'est du côté de leur côté dominant ou pas. Les examens complémentaires, la mammographie, c'est l'examen de référence. On fait un cliché de face, un cliché de profil et un cliché oblique externe. Éventuellement, nos collègues radiologues pratiquent des agrandissements s'ils ont besoin de voir des toutes petites choses, et en particulier les microcalcifications qui sont des petits dépôts calcaires. Et donc, à la radio, qu'est-ce qui peut faire suspecter un cancer? C'est une image comme ça. Une grosse image avec des contours très irréguliers. On dit une image spiculée. Ça peut être des dépôts calcaires. Alors, on ne le voit pas bien sur les photos. Les dépôts calcaires, c'est des petits points blancs comme ça. Mais toutes les femmes ont des microcalcifications. Plus on vieillit, plus on a des dépôts calcaires dans nos organes. Mais ce qui nous intéresse dans le cancer du sein, c'est vraiment des tout petits points calcaires qui sont vraiment regroupés. Et ça, c'est généralement le tout premier signe du cancer. Alors, vous l'avez toutes vu sur les comptes rendus de radiologie. À la fin, nos collègues font une classification ACR ou BI-RADS. C'est la même chose. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ACR1, ACR2, c'est normal. Et parfois, d'une mammographie à l'autre, une fois on peut être ACR1, l'autre fois on peut être ACR2. Ça ne veut pas dire que c'est plus grave, hein, ça veut dire que c'est normal. Hein. ACR1, ACR2, c'est normal. ACR3, ça veut dire qu'on a repéré une image qui est très probablement bénigne, mais qu'on va recontrôler. Par exemple, dans le cadre du dépistage organisé, on ne va pas attendre 2 ans avant de refaire un contrôle. ACR4 et ACR5, ça veut dire qu'il y a une image qui paraît vraiment très suspecte de cancer. C'est pas sûr qu'il y en ait un, c'est pas du 100%, mais pour en être certain, il faut faire un prélèvement, il faut faire une biopsie. Et ACR6, ça veut dire qu'on a fait la biopsie, on a les résultats et c'est un cancer. L'autre examen qu'on pratique aussi dans le cadre du cancer du sein, c'est l'échographie. Donc là aussi, à l'échographie, on a des images très, très spécifiques du cancer. Alors, je ne veux pas détailler. Hein. L'intérêt de l'échographie aussi, c'est que l'on peut facilement examiner le creux de l'aisselle, ce qui n'est pas facile à voir quand on fait une mammographie. Et dans le creux de l'aisselle, on va regarder s'il y a des ganglions suspects. Un autre examen qui fait partie de notre panel radiologique, c'est l'IRM du sein. Alors, très important, ce n'est pas un examen que l'on fait à titre systématique. Il a des indications bien précises. On le propose volontiers aux femmes de moins de 40 ans qui ont des seins très denses et qui sont difficiles à examiner à la radio conventionnelle. On le fait systématiquement pour les femmes mutées ou qui ont un haut risque familial. On va le faire systématiquement avant de débuter une chimiothérapie. Après, il y a des indications plus spécifiques. Si vous voulez, je peux rentrer dans le détail, mais c'est assez technique. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IRM, c'est pas fait systématiquement et ça a un intérêt limité pour la population en général. Donc là, je vous ai mis quelques images d'IRM avec, là par exemple, on voit, c'est là, sur le sein gauche, une grosse tumeur. Et la photo d'en haut, on voit aussi sur le sein gauche une grosse tumeur. Alors l'avenir, c'est l'intelligence artificielle, ça a déjà commencé. Elle, on peut la mettre pour tout. Hein. Et puis c'est l'angiomammographie. C'est une technique d'imagerie de mammographie combinée avec une étude des vaisseaux sanguins. C'est en train de devenir petit à petit l'imagerie de référence.
Et nous, à l'hôpital Émile Roux, on va acquérir la machine dans les mois qui viennent, parce qu'on pense que ça va bientôt devenir l'examen de référence. Alors, une fois qu'on a vu ces images, pour être certain que c'est un cancer, il faut absolument en faire le prélèvement. Alors, le prélèvement, si c'est une boule, on va faire une microbiopsie, et ça, c'est fait par les radiologues sous contrôle échographique la plupart du temps. Et si c'est des petits dépôts calcaires, des microcalcifications, on va faire une macrobiopsie. On appelle ça un mammotome. Et ça nécessite une imagerie, une technique particulière. Nous n'avons pas ça en Haute-Loire. Il n'y a aucun radiologue qui fait ça en Haute-Loire. Et donc, souvent, on fonctionne avec le centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand. S'il y a des ganglions qui paraissent anormaux à l'échographie, on peut eux aussi soit les ponctionner, on fait une cytoponction, ou dans l'idéal, les microbiopsier. Donc je vous ai mis un petit peu les instruments que l'on utilise pour faire ces biopsies. Alors ces biopsies font que le prélèvement va être adressé au laboratoire d'anatomopathologie, on dit ANAPAT en abrégé, hein, et c'est-à-dire que c'est ça qui va donner vraiment l'analyse des cellules. Et on peut avoir deux catégories de cancer. Le cancer, il peut être non infiltrant, on dit aussi in situ, ça veut dire qu'il n'a pas de contact avec la circulation sanguine et lymphatique. Il peut être étendu sur le sein, mais ça reste localisé au sein. C'est le cancer qu'on le retrouve le plus souvent sur les microcalcifications, et sa particularité, c'est que c'est un traitement qui ne nécessite pas de chimiothérapie. L'autre catégorie de cancer, c'est le cancer infiltrant, on dit aussi invasif. On dit qu'il est infiltrant ou invasif parce qu'il est possiblement en contact avec la circulation lymphatique. Donc c'est pour ça que sur un cancer invasif, il faut toujours enlever des ganglions et que sur un cancer non invasif, généralement, on ne touche pas aux ganglions. Sur le cancer infiltrant, ça va nous dire aussi quel type de cancer infiltrant c'est, en nous précisant son grade, 1, 2 ou 3, nous précisant s'il y a des récepteurs aux hormones femelles œstrogènes et progestérone ou pas, en nous précisant s'il y a une surexpression du caractère HER2, et en nous donnant, c'est un chiffre en pourcentage, le KI67. Voilà, et c'est tous ces éléments qui vont nous permettre d'avoir un profil du cancer du sein et d'adapter le traitement. Et ça, c'est super important. Quand on fait le diagnostic de cancer du sein, on peut être amené à compléter le bilan avec ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir s'il y a des lésions cancéreuses ailleurs que sur le sein ou les ganglions. Alors, ce bilan d'extension, il n'est pas systématique. Il se fait si on a un cancer infiltrant, 2, une taille qui est importante, plus de 5 cm, s'il y a des ganglions atteints. On peut le faire aussi sur certains types de cancers. Je viens de vous expliquer, on définit son profil. Et il y a deux profils où on est attentif, c'est le triple négatif et le HER2, 3 croix, ça veut dire positif. Qu'est-ce qu'on fait comme bilan d'extension ? Tout comme mon collègue gastro-entérologue vous l'a dit, l'examen de référence, c'est le PET scan, qui associe des techniques de scanner et de scintigraphie. C'est un examen qui permet en une seule fois d'avoir une photographie du corps en entier, de la tête aux pieds. Alors, c'est un super examen. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas cette imagerie en Haute-Loire et que de ce fait, on est obligé d'envoyer les patientes ailleurs. Alors nous, puis, on les envoie à Saint-Étienne. Brioude, peut-être sur Clermont, ça doit être plus facile. J'imagine, moi qui arrive de Rodez, nous à Rodez, on en a fait un de tête. Ouais. Et effectivement, je pense que ça va se diffuser en trois. Oui, mais nous, c'était prévu pour 2024, donc ça va arriver, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et sinon, on peut faire aussi un scanner thoraco-abdominopelvien, donc qui prend tout le thorax et puis le ventre, associé à une scintigraphie osseuse. Mais on fait volontiers le PET scan, parce que le PET scan à Saint-Étienne, on a le rendez-vous en 15 jours.
grand maximum. Et si on fait scanner plus scintigraphie osseuse, des fois on a les rendez-vous en plus d'1 mois, même quand c'est nous qui prenons le rendez-vous. Donc ça permet quand même d'accélérer le bilan. Alors les principes de prise en charge, courage, j'ai presque fini. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cancer du sein, ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire. À l'hôpital, on est toute une équipe autour de cette prise en charge. Il y a les radiologues, les chirurgiens, on est 2 maintenant, depuis le mois de novembre l'année dernière. Les médecins oncologues, c'est-à-dire les médecins qui s'occupent de tout ce qui est chimiothérapie, hormonothérapie, les médecins radiothérapeutes, et on a aussi un médecin oncologue du centre Jean Perrin. On se réunit 1 fois par semaine et on discute de tous les dossiers de cancer du sein pour bien se mettre d'accord sur la prise en charge. Donc ça permet de vraiment d'adapter le traitement à la maladie, bien sûr, au cancer, mais aussi à la personne. On ne fait pas n'importe quel traitement à n'importe qui sans tenir compte de son état de santé par ailleurs, de son cœur, etc., de son âge, etc. Donc l'objectif de cette réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est de préserver la qualité de vie, de limiter les séquelles des traitements, tout en obtenant, bien sûr, la meilleure survie. Alors je vous présente le schéma de notre filière sein Haute-Loire pour ceux qui ne la connaissent pas. On a à l'hôpital un numéro unique, le numéro sein, donc il est affiché là. Il fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et c'est une secrétaire dédiée que j'ai formée à ça, qui répond. En fonction de ce qu'on lui demande, si c'est un médecin qui appelle ou si c'est une femme qui appelle, on va l'orienter soit vers notre équipe de radiologie, qui est menée par le docteur Audrey Nigron, soit vers notre équipe de chirurgiens, et donc j'en suis bien sûr, et puis il y a maintenant le docteur Vacher et Léa. C'est une équipe très féminine, j'avoue. En fonction de ce qui sera fait au cours de ces examens, cela peut déboucher, si on fait le diagnostic de cancer, sur une consultation d'annonce. Donc c'est une consultation qui est menée à la fois par la radiologue, puis ensuite par nous les chirurgiens. On présente ensuite le dossier dans le cadre de notre réunion de concertation pluridisciplinaire, on valide la prise en charge et on démarre les traitements. On essaye bien sûr de faire ça dans les meilleurs délais. Parfois c'est un petit peu chaud au niveau des rendez-vous, mais en gros on essaye de faire en sorte que dans le mois qui suit le diagnostic, tout soit lancé. Alors là c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué. C'était juste pour vous montrer que autour du patient, il y a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. On a aussi, et c'est l'avantage de cette RCP, les discussions et la possible inclusion dans le cadre des essais cliniques, parce que c'est grâce aux essais cliniques que l'on fait progresser la médecine. Et puis, il y a tout ce qui est soins de support. Et dans les soins de support, il y a le psychologue, la psychologue dans le service, les diététiciennes, un programme d'activité physique adapté, tout ce qui aide à l'insertion professionnelle et la prise en charge des comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies que peuvent avoir les patients. On pourrait rajouter à ça la réflexologie plantaire, la kiné, enfin il y a plein de choses. Un petit diagramme encore plus compliqué, ça c'est juste pour vous montrer toutes les flèches qui correspondent en cas de telle situation, on va faire tel traitement, en cas de telle autre situation, on va faire tel autre traitement. Donc c'est des schémas extrêmement complexes et qui prouvent combien il est nécessaire de cette prise en charge multidisciplinaire. Moi, je ne suis pas du tout compétente pour la chimio, ni pour la radiothérapie, et inversement. Donc chacun met ses compétences en commun. Alors la chirurgie du sein, elle peut être soit conservatrice, c'est-à-dire qu'on n'enlève que la zone où se trouve la tumeur, on n'enlève pas du tout le sein. On fait attention au niveau des cicatrices de les faire sans toucher au décolleté. C'est pour ça que j'ai rayé en rouge tout ce qui était décolleté, pour que ce soit le plus discret possible. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, ça c'est à droite de l'écran,
on est obligé d'enlever tout le sein, et c'est ce qu'on appelle la mastectomie totale. La mastectomie totale, elle peut s'accompagner d'un geste de reconstruction immédiate, c'est-à-dire que dans le même temps, dans la même opération, on enlève le sein et on pose une prothèse, c'est ce qui est fait le plus souvent. Ou alors la reconstruction, elle peut être secondaire, c'est-à-dire à distance de la chirurgie, des fois des années plus tard. Bon, là, c'est les dessins des différentes cicatrices possibles. Un petit schéma d'oncoplastie. Alors, c'est une dame qui avait des seins assez volumineux. Elle avait une tumeur là, sous le sein. Donc, pour éviter de trop déformer son sein alors qu'elle avait déjà des seins très volumineux, eh ben, je lui ai fait la même technique qu'on fait aux dames qui ont des gros seins et qui veulent une plastie de réduction. Donc, ça permet d'obtenir un sein qui est plus petit, certes, mais qui n'est pas du tout déformé. Et la dame a tellement été contente du résultat qu'elle m'a demandé de faire la même chose de l'autre côté, parce que vous le voyez, ça crée une sacrée asymétrie. Hein. Et ça peut être compliqué après. Alors la mastectomie totale, là je vous ai mis juste un petit schéma. On enlève toute la glande mammaire, on est vraiment au ras de la peau, et la plupart du temps, on enlève aussi le bout de sein. C'est très rare qu'on puisse garder le bout du sein. Et après, quand il y a une reconstruction mammaire immédiate, eh ben on peut le faire soit en mettant une prothèse, je vous ai mis un schéma de prothèse là, une photo de prothèse là, soit en prenant du muscle et de la peau, soit dans le dos, c'est le lambeau de grand dorsal, on peut faire aussi au niveau du ventre. Voilà, il y a plein de techniques possibles, nos plasticiens font des merveilles. Là, c'est une photo avant-après la mastectomie. Donc, vous voyez, ça fait quand même des grandes cicatrices. Et ici, on voit, c'est un drain. J'essaye de ne pas mettre de drain lorsque je n'enlève pas le sein, mais quand je l'enlève, je suis obligée d'en mettre un. Le risque d'hématome est trop important. Alors ça, c'était pour ce qu'on fait au niveau du sein. On fait aussi un geste au niveau des ganglions. Chaque fois que sur la biopsie, on nous dit cancer infiltrant, il faut enlever les ganglions. Ce que l'on essaye de faire le plus souvent, c'est le prélèvement du ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, c'est le premier relais ganglionnaire dans lequel se draine le sein. C'est intéressant parce que si ce premier relais ganglionnaire est sain, ça veut dire, SAIN, ça veut dire que tous les autres ganglions sont sains. Donc on n'a pas besoin de tous les enlever. Et ça, c'est très important parce que parfois, on est obligé d'enlever toute la chaîne ganglionnaire. Ça s'appelle un curage. Et là, on sait qu'on va perturber pour tout le reste de la vie des femmes et des hommes, quand on le fait chez les hommes aussi, la circulation lymphatique dans le bras. Et c'est des femmes qui vont avoir du mal à bouger leurs bras, qui peuvent avoir un gonflement du bras, ce qu'on appelle un gros bras, un lymphœdème. Donc, au niveau de leur qualité de vie, elle peut être grandement perturbée. Donc, ce ganglion sentinelle, il nécessite que la tumeur ne soit pas trop grosse. Il faut qu'elle soit moins de 3 cm. Et il faut aussi qu'il n'y ait pas de ganglion atteint. Donc, là, on rejoint la nécessité, le lien avec le dépistage précoce. Plus on dépiste le cancer du sein de manière précoce, plus il est petit, moins il a de chances d'être agressif, donc plus on va pouvoir, 1, enlever que la boule dans le sein, et 2, faire le ganglion sentinelle. Alors le principe du ganglion sentinelle, les dames vont avoir une injection au niveau du sein, on va leur injecter un produit radioactif. Alors c'est une radioactivité qui est très faible, qui n'est pas dangereuse pour nous, pour la patiente, et qui n'est pas dangereuse pour nous. Et ce produit radioactif a la particularité de n'aller que dans les circuits lymphatiques. Et il va ensuite se collecter, se concentrer dans le premier relais sentinelle, pardon. Alors, la plupart des gens ont un ganglion sentinelle. Des fois, il y en a 2, ça peut aller jusqu'à 3. Donc, c'est le médecin du centre d'imagerie nucléaire qui fait ce repérage, qui va me dire combien il y a de ganglions sentinelles, et puis même, il va me dire où est-ce qu'il est, il va me faire un dessin sur la peau, il va me faire une croix.
Voilà, donc là je vous ai mis quelques photos au bloc opératoire. Donc après au bloc, on voit les petits dessins, les petits repères que m'a fait le médecin nucléaire. On a une petite sonde qui est reliée à un compteur Geiger et qui va me permettre de savoir exactement où est la radioactivité. Puis ensuite, je fais une petite incision, 2 cm en général, et je vais aller chercher le ganglion ou les ganglions. Alors, je ne sais pas si vous voyez dans la salle, le jaune là, c'est le gras, et là on voit une petite lentille un peu plus grisâtre, ça c'est un ganglion. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avoir des ganglions, c'est normal. Quand on dit ganglion, c'est normal. Quand un ganglion n'est pas normal, on dit adénopathie. Alors là, les complications de la chirurgie, à court et à moyen terme, c'est les complications propres à toute chirurgie, les infections, le risque d'hématome, les douleurs de neuropathie dans le bras, ça c'est surtout quand on enlève tous les ganglions. Les femmes on perd la sensibilité à la face interne du bras, c'est dû à la section de nerfs lors de la dissection. Et puis il peut y avoir des fois des retards de cicatrisation, des soins locaux. Et les complications à long terme, c'est le lymphœdème, le gros bras, et puis c'est les séquelles esthétiques, parce que même si on essaye, on apporte le plus grand soin à nos cicatrices et à notre intervention, et bien parfois on a de mauvais résultats esthétiques. Des rétractions cicatricielles ou des cicatrices kéloïdes, c'est ces cicatrices violettes, épaisses. Donc c'est là où on est bien content de travailler avec des chirurgiens plasticiens. Dans le traitement du cancer du sein, il y a également la radiothérapie, ce que l'on appelle les rayons. Donc les rayons se font systématiquement chaque fois qu'on n'enlève pas le sein, quand la chirurgie est conservatrice. Et par contre, ça ne se fait pas systématiquement quand on enlève tout le sein. Donc, je vous ai détaillé les indications de radiothérapie, mais je ne pense pas que ça vous intéresse forcément, mais il faut savoir que voilà, la radiothérapie, elle est quasi systématique quand on n'enlève pas le sein. Et on peut irradier aussi le creux de l'aisselle et même le creux au-dessus de la clavicule si jamais il y a des ganglions atteints. Et en règle générale, la radiothérapie, on la fait 2 à 3 mois après la chirurgie. La radiothérapie, ça peut laisser des séquelles. Alors, pareil, de façon précoce, ça peut provoquer un érythème cutané, une rougeur, c'est comme un coup de soleil en fait, hein. Des œdèmes, des douleurs. La fatigue, c'est pas la radiothérapie en elle-même qui fatigue, mais c'est le fait qu'il faut venir tous les jours à l'hôpital pour une séance qui dure une dizaine de minutes, et ça peut durer 5-6 semaines, une radiothérapie. Donc ça fatigue. Les complications plus tardives, c'est des séquelles, surtout au niveau de la peau, avec une peau épaisse qui est devenue toute fibrosée, il n'y a plus du tout de souplesse, ça peut donner des douleurs. Et quand on irradie un cancer du sein à gauche, il y a des séquelles possibles au niveau du poumon et de la plèvre, l'enveloppe du poumon, et au niveau du cœur et du péricarde, son enveloppe. Et qui dit cancer du sein dit aussi chimiothérapie. Alors la chimiothérapie dans le cancer du sein, c'est comme pour le cancer du côlon, elle peut être faite après la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie adjuvante, et elle peut être faite avant la chirurgie sur certains types de cancers, les triples négatifs, les HER2 positifs. Elle peut être faite aussi lorsqu'on a affaire à des grosses tumeurs et que l'on veut chercher à diminuer le volume de la tumeur pour éviter l'ablation complète du sein. Alors il y a 2 grandes familles de molécules, les anthracyclines et les taxanes. Il y a d'autres familles, les sels de platine, les cyclophosphamide, alors, peu importe les noms. Pour celles qui ont connu ça, c'est le protocole EC et Taxotere. Il y a d'autres traitements médicaux, alors c'est très complexe avec des noms très, très bizarres. Ça rejoint ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie ou les thérapies ciblées. C'est-à-dire que maintenant, on connaît, grâce à la recherche et aux essais cliniques,
de plus en plus de choses, de plus en plus de détails sur les cellules cancéreuses, et le cancer du sein en particulier. Et donc, ça a permis de fabriquer des médicaments qui vont agir au cœur de la cellule. Et ça, c'est clairement un progrès, et c'est un progrès en particulier pour les femmes qui ont des cancers métastatiques. Pour la dame qui a un petit cancer de 1 cm, qui n'est pas agressif, où il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire, bien sûr qu'on ne va jamais lui proposer ces thérapeutiques. Mais pour les femmes métastatiques, vraiment, ça a changé les choses. Une fois que tous ces traitements sont faits, et à condition que la tumeur soit porteuse de récepteurs hormonaux, RH positifs, on va lui proposer une hormonothérapie. Alors ce traitement, ce n'est pas un traitement du cancer, c'est un traitement préventif du risque de récidive. Il est proposé pendant au moins 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 7 ans. Les femmes qui ne sont pas ménopausées, on va leur proposer une hormonothérapie, c'est le tamoxifène. Et les femmes qui sont ménopausées, on va leur proposer des inhibiteurs de l'aromatase ou anti-aromatase. Alors la différence entre les deux, les anti-aromatases en matière de prévention du risque de récidive sont meilleurs que le tamoxifène. Mais pour des questions de chimie, d'hormones, le tamoxifène reste à l'heure actuelle l'hormonothérapie qu'on ne peut proposer qu'aux femmes qui ne sont pas ménopausées. Alors des fois, ce qu'on fait quand vraiment on a affaire à un cancer grave, chez les femmes qui ne sont pas encore ménopausées, on leur provoque une ménopause artificielle. Soit en leur faisant des injections, soit en enlevant les ovaires. Et du coup, ça nous permet, à ce moment-là, de leur proposer l'autre catégorie d'hormonothérapie. Alors, l'hormonothérapie, pour le tamoxifène, ça donne beaucoup de bouffées de chaleur, des douleurs dans les tendons et dans les muscles, mais c'est surtout les bouffées de chaleur. C'est associé, ça augmente discrètement le risque de cancer de l'endomètre. Pour les anti-aromatases, ça leur donne beaucoup de douleurs dans les articulations. Elles disent qu'elles sont toutes raides. Le matin, je cite toujours cette dame, une dame qui m'a dit un jour, le matin je suis Robocop, moi je suis raide de partout. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que je bouge, que je prenne mon petit déjeuner, je vais prendre ma douche, etc., et ben, je sens que ça s'échauffe et ça va mieux. Et ces médicaments sont associés aussi à une accélération du processus d'ostéoporose. C'est pour ça qu'on surveille régulièrement leurs os par l'ostéodensitométrie. Alors pour les deux types d'hormonothérapie, je vous ai dit, il y a des arthralgies, des douleurs dans les articulations. On pourrait parler aussi de la prise de poids. Il y a des bouffées de chaleur. Et donc c'est là, encore une fois, qu'on fait le lien avec nos actions d'activité physique. Parce que clairement, les femmes qui bougent, plus elles bougent, et moins elles ont ces effets indésirables. Voilà, donc très très important. On a mis en place à l'hôpital, depuis l'année dernière, un petit groupe de patientes c'est réservé aux femmes qui sont en cours de traitement pour un cancer du sein, et uniquement pour ces femmes-là, et qui sont sous hormonothérapie. Et on leur propose tout un programme d'activité physique au cours de l'année avec un défi à réaliser à la fin de l'année. Ça, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Une rose au sommet. On recommence cette année, on a de nouveau 10 femmes dans le groupe. Et l'année dernière, lorsqu'on avait fait la première séance, dans le groupe, il y avait 2 femmes en particulier qui pouvaient plus du tout marcher, qui n'avaient plus d'activité physique. Pour elles, c'était vraiment l'enfer. Elles étaient à 2 doigts d'arrêter le traitement, tellement elles étaient en difficulté. On est parti de l'hôpital, je ne sais pas si vous connaissez au Puy, à Émile Roux, il y a un petit chemin qui longe la borne, qui est tout plat. On les a amenées là, on a fait 1 km 890 exactement à ma montre. Elles étaient au bout de leur vie. Mais vraiment. Elles étaient en grande difficulté, mais elles se sont accrochées. Chaque mois, alors, elles avaient des devoirs à faire, tous les jours, des exercices au niveau de leurs articulations. Et puis, chaque mois, on est allé un petit peu plus loin. Et à la fin de l'année, elles ont grimpé en haut du Mézin et elles ont trouvé ça facile. Voilà, donc l'activité physique, plus. Sédentarité, on fait une croix dessus.
Alors la surveillance après le cancer du sein, c'est une surveillance à vie. J'insiste bien là-dessus, parce que trop souvent j'entends dire « oui, mais après un certain temps, on peut espacer la surveillance ». Jamais, 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 jamais. On fait un examen clinique des seins tous les 6 mois pendant 5 ans, puis une fois par an, et une fois par an, et ça tout le reste de sa vie, mammographie plus échographie. J'insiste bien là-dessus, parce que des fois l'échographie elle passe à l'as. Le radiologue, dans le cas du suivi après cancer du sein, doit faire obligatoirement mammo et écho. Voilà. Au bout de 5 ans, on peut les repasser dans le cadre du dépistage organisé par le CRCDC, qui propose des invitations tous les 2 ans, mais elles ont quand même leur mammographie tous les ans. Une fois de manière individuelle et une fois dans le cadre du dépistage organisé. Et la surveillance du cancer du sein ne peut pas se concevoir, bien sûr, sans la collaboration avec nos collègues de ville. Alors la conclusion, c'est que le cancer du sein se dépiste cliniquement, d'où l'importance de l'autopalpation. Ça s'adresse à vous, mesdames, mais à vous aussi, messieurs. Le cancer du sein, il fait appel à une prise en charge pluridisciplinaire et une collaboration étroite entre les différents intervenants. Le dispositif d'annonce permet d'anticiper le parcours de soins, dans l'idéal de bien informer la patiente sur ce qui l'attend. Cette réunion de concertation pluridisciplinaire permet d'adapter les traitements aux patientes, mais permet aussi de les intégrer dans les essais thérapeutiques. Et parfois, les dames ne sont pas traitées à l'hôpital parce qu'on les envoie à Jean Perrin pour qu'elles puissent bénéficier de ces essais. Et l'accompagnement pendant les traitements, et donc après, je viens de le dire, nécessite une collaboration étroite entre la ville et l'hôpital. Donc voilà, pensez à vous faire dépister. Je vous remercie pour toute votre attention.